Jean Messia, la France était vraiment en déclin? Mais je ne comprends pas très bien. Là, la France a accueilli des millions d'immigrés sur les 40 dernières années. On nous a expliqué que l'immigration est une richesse. Pourquoi donc la France déclinerait-elle? C'est quoi le rapport? L'immigration est une richesse, non? Donc la France devrait s'enrichir, hein. Pourquoi est-ce qu'on décline? On peut Non, mais penser c'est que pas un peu... multifactoriel, Jean. Non, mais Le je pose la déclin est question. multifactoriel. Mais l'enrichissement de l'immigration est multifactoriel aussi. Il est économique, il est identitaire, il est... Qu'est-ce qui se passe? On nous aurait menti. Vous me laissez sans voix, là. J'ai du mal à répondre à ça, Jean. Moi, j'ai du mal à répondre à ça aussi. C'est pour ça. Je vous sens un brin focalisé. Pas du tout. Ah si. Pas du tout, parce que ça fait partie en plus des thématiques. Ça fait partie. Ça fait partie des Ça fait thématiques. partie des thématiques, mais c'est pas la Non, mais première. quand on dit que c'est une richesse, on parle de quelle richesse au juste? Quand tu dis que l'immigration est une richesse pour la France, c'est comme le leitmotiv sur lequel on a vécu pendant 40 ans. C'est une richesse à quel niveau? Au niveau financier, au niveau intellectuel, au niveau culturel? C'est bien qu'on comprend tout ça à l'intérieur. Donc, c'est exactement toutes les thématiques qui sont posées dans ce sondage. Enfin, Donc, cette immigration aurait dû nous enrichir et nous donner l'impression de la richesse. Or, si 60% des Français trouvent que nous déclinons, ils ont raison, parce que la France s'est tiers-mondisée. Voilà la vérité. Voilà. Il y a un petit paradoxe, c'est qu'effectivement, sur le plan économique, si on raisonne en termes de PIB, la France n'est pas en déclin. Le PIB français aujourd'hui, il est bien plus important qu'il ne l'était il y a 30, 40 ou 50 ans. Donc ça fait pas l'ombre d'un doute. Maintenant, le déclin, vous savez, c'est une notion qui est plus liée à une forme d'identité et de souveraineté. C'est pas quelque chose qui est nécessairement quantifiable. Un pays peut s'enrichir, mais ses habitants peuvent très bien avoir l'impression de se paupériser à titre individuel et de perdre une partie de leur essence. Je pense que les Français se sont paupérisés déjà identitairement, parce que effectivement, avec une immigration massive, incontrôlée à partir des années 80, il y a une sorte de tiers-mondisation de la France dans de nombreuses zones et dans de nombreux quartiers. On parle souvent de l'insécurité, de l'ensauvagement du pays, chose qui n'existait pas il y a 30 ou 40 ans. Quand j'étais enfant en France, on ne parlait pas d'insécurité tous les 4 matins. C'est quelque chose qui est devenu récurrent. La deuxième chose, c'est effectivement, là je rejoins madame, c'est tout ce qui concerne l'économie. C'est-à-dire que sous le double impact de la construction communautaire et d'une mondialisation effrénée, eh bien la France s'est désindustrialisée avec une désertification des territoires, la fuite des services publics d'un certain nombre de territoires. Et donc effectivement, beaucoup de Français constatent aujourd'hui que tant sur le plan de l'identité que sur le plan de la souveraineté, que même sur le plan de la richesse individuelle, eh bien ils sont moins bien lotis que leurs parents. En fait, les Français, je pense que non seulement leur sentiment de déclin, mais aussi le mécontentement provient également de l'effondrement de l'État-providence dans tous les domaines. C'est-à-dire l'effondrement du système hospitalier, l'effondrement de toutes les prestations sociales qui protégeaient la vie, notamment les allocations chômage, etc., qui ont été rabotées, les remboursements de médicaments qui ont été rabotés. Bref, il y a effectivement l'éducation nationale qui ne remplit plus son rôle, on en parle souvent avec la dégringolade du niveau à l'école, de la perte d'autorité, etc. Il y a, si vous voulez, le sentiment que quelque chose échappe aux Français et que peut-être pour la première fois dans l'histoire, il n'y a pas de pouvoir politique susceptible d'incarner un espoir, un élan, une ambition pour redresser la barre en quelque sorte. Et donc les 85% de Français qui déclarent pouvoir participer à un mouvement de protestation, c'est un signe de désespoir que l'exécutif ferait mieux d'entendre. Déjà, je ne comprends pas trop. Vous faire agir après Fabien Roussel. Non, mais je ne comprends pas, si vous voulez, ce paradoxe, puisque il y a un certain nombre de sondages qui nous indiquent que le pouvoir d'achat est la préoccupation première des Français. Oui. Et d'un autre côté, on a un autre sondage qui vous dit que 66% des Français sont insatisfaits de leur niveau de vie. C'est bien ça qu'on lit. Donc j'ai du mal à comprendre. Plus d'un tiers s'inquiète, ou en tout cas estime que leur niveau de vie va se dégrader. Moi je crois, si vous voulez, que les Français sont abrutis par une espèce de propagande permanente, à la fois sur la question du changement climatique, parce que le changement climatique est bien sûr une préoccupation, mais enfin, c'est pas quelque chose comment dirais-je, que les Français individuellement
peuvent impacter sur le plan de la planète, étant donné que la France, dans son ensemble, on a un impact sur le changement climatique mondial d'à peu près 1%. Donc diviser les comportements individuels des Français, ce sont des poussières de pourcentage, et donc c'est pas ça qui est significatif. En revanche, on leur présente peut-être la fin du monde comme une forme d'instrumentalisation politique leur permettant justement de plus faire attention ni à la fin du mois, ni à la fin de leur pays, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que je pense que les gestes individuels de l'écologie ne servent absolument à rien, puisqu'on n'interroge jamais le modèle économique dans son ensemble, qui lui, pour le coup, mériterait d'être interrogé au plan mondial, c'est-à-dire cette mondialisation complètement décentralisée, où les composantes sont faites aux quatre coins de la planète, etc., et qui sont consommées à 6000 ou 5000 km du lieu de fabrication. Ça, ce modèle-là, bizarrement, on ne l'interroge jamais, alors que c'est ça qu'il faut interroger. Il faut que ça vienne, ouais. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, la question identitaire, tout est fait pour la noyer. C'est-à-dire que tout est fait pour qu'on ne parle pas de ça. C'est-à-dire que quand les Français expriment un malaise identitaire ou un malaise civilisationnel, à travers ce qu'ils disent sur la délinquance et l'insécurité, on leur dit « non, c'est le ventre le plus important et le frigo le plus important ». Je ne nie pas que ces problématiques soient effectivement importantes, mais je pense que le malaise identitaire et civilisationnel est tout aussi important. Or, le fait d'en faire des caisses sur la question climatique, sur l'angoisse climatique, et d'en faire des caisses sur l'angoisse du pouvoir d'achat en mobilisant la guerre d'Ukraine de manière disproportionnée pour on fait des caisses, vous n'avez pas le sentiment que les Français ont été rappelés par cette urgence climatique justement pendant cet été? Il fait encore très chaud. Oui, mais c'est aussi une manière de ne plus parler d'immigration, par exemple, de ne plus parler d'islamisation de la France, de ne plus parler de tout un tas de problématiques qui, fort heureusement, sont traitées sur ces plateaux, mais uniquement sur ces plateaux, très peu ailleurs. Non, pas vraiment. Et je dois dire que cette histoire de nucléaire, nous sommes véritablement face à un scandale d'État. Je pèse mes mots. Nous étions une grande puissance nucléaire, c'est une technologie d'ailleurs que nous avons inventée ou pas contribué à inventer. Nous avons été le pays qui s'est couvert le plus rapidement et le plus tôt de centrales nucléaires pour nous arracher à la dépendance pétrolière générée par les chocs pétroliers des années 70. Donc c'est quelque chose qui nous garantissait une indépendance, une souveraineté en matière énergétique, et pour des raisons de délire et de lubie idéologique peinturlurée en vert, on a laissé progressivement tomber ces centrales. 19 centrales en maintenance. Alors je sais que le gouvernement nous dit « Ah oui, mais il y a eu la crise sanitaire ». Excusez-moi, est-ce que la crise sanitaire, est-ce qu'il ne fallait pas justement arracher les personnels qui travaillent dans ces centrales et qui ont déjà des conditions de travail extrêmement aseptisées par rapport au domaine dans lequel ils évoluent, c'est-à-dire la technologie nucléaire? C'est un personnel d'ailleurs beaucoup plutôt jeune, donc peu concerné par les formes graves du Covid, etc. Est-ce qu'il fallait pousser le principe de précaution jusqu'à l'absurde en maintenant fermer les centrales dans un contexte géopolitique qui, à l'époque, déjà, était de plus en plus instable. Le monde dans lequel nous vivons, son instabilité et ses risques ne sont pas nés aujourd'hui. Donc il y a eu une absence d'anticipation, de prévision du gouvernement par rapport à ça, sur un domaine, encore une fois, très important qui relève de la sécurité nationale, de l'indépendance nationale. Et la deuxième chose, c'est effectivement, il faut revenir au pourquoi du comment. Pourquoi les prix de l'électricité explosent? C'est bien entendu la guerre en Ukraine, mais cette guerre, elle ne va pas s'arrêter, puisque vous avez entendu le président Zelensky, il veut continuer à se battre contre les Russes jusqu'à bouter le dernier Russe hors de l'Ukraine. Mais ça, ce n'est pas l'année prochaine ni l'année d'après que ça va arriver. Donc nous devons également, puisque nous soutenons désormais l'Ukraine au point d'en être quasiment co-belligérant, nous devons expliquer au président Zelensky que, OK, pour vous soutenir, on vous envoie des armes, on vous envoie de la logistique, peut-être des conseillers, mais on ne pourra pas vous soutenir ad vitam aeternam. Donc nous, à partir de 2023, parce que c'est une échéance que les Français, de toute façon, ne pourront pas tenir. Le bouclier mis en place par Bruno Le Maire ou par le président va s'arrêter fin décembre. Il coûte, comme Gaspard l'a très bien expliqué tout à l'heure, brillante analyse, il coûte extrêmement cher, il va être remboursé par la dette ou par les impôts. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas aller vers cette solution ad vitam aeternam. Donc il va bien falloir qu'à un moment, on traite la racine du problème. Parce que expédier avec des mesures conjoncturelles un problème qui est structurel, il n'y a pas 36 solutions de résoudre ce paradoxe. Outre-Manche, l'inquiétude est palpable également avec une hausse. Le problème, en fait, c'est que le gouvernement se réjouit dès aujourd'hui des effets du bouclier tarifaire, mais en réalité, le bouclier tarifaire n'est pas vraiment encore entré pleinement en action. Il n'est que partiellement rentré en action, puisque là,
En ce moment, les températures sont plutôt clémentes. On n'est pas dans des pics de consommation d'électricité. La France n'est pas un pays du Golfe où tout est climatisé. Oui, heureusement. Et donc, si vous voulez, on saura les véritables effets, ou en tout cas l'efficacité de ce bouclier tarifaire, dès qu'on va commencer à rentrer au mois d'octobre, novembre, décembre, où là, la consommation énergétique va atteindre des pics. Et on verra si à ce moment-là... Alors moi, je pense que avec je suis plus inquiet pour février. Exactement, mais avec le bouclier tarifaire, je pense que la situation va tanguer, mais peut-être que ça va tenir, mais rien ne permet de le... Et en février, on fait comment ? Mais surtout, l'effet de cliquet est tel, c'est-à-dire la perte que subirait, le dénivelé que subiraient les Français en cas de retrait en début d'année du bouclier, serait tellement énorme que la situation sociale deviendrait effectivement tellurique à ce moment-là. Donc on peut parier sur l'idée que le gouvernement, on n'est quand même pas encore dirigé par des fous, et donc ils vont maintenir, je pense, le bouclier tarifaire au-delà. Mais après, c'est son financement qui va poser problème, dans un contexte où les déficits jumeaux de la France sont abyssaux. Messieurs. Écoutez, l'idée paraît excitante. C'est-à-dire, effectivement, on est dans un contexte où les entreprises, de taxer les super-profits. On est dans un contexte où certaines entreprises gagnent beaucoup d'argent, beaucoup plus qu'en temps normal, de par justement ce nouveau contexte de hausse des prix des matières premières, etc. Et donc, effectivement, on pourrait penser que les taxés seraient en quelque sorte tout aussi légitimes que les profits additionnels que ces mêmes entreprises tirent de ce nouveau contexte. Le problème, c'est que nous sommes dans une économie ouverte. Et que la politique fiscale n'est plus une politique qui prend en compte uniquement le contexte national. Mais Jean, les pays étrangers l'ont fait. Oui, mais en Angleterre, ils l'ont fait. L'Allemagne y pense. L'Italie, dans pas longtemps. Ça restera symbolique. Ils l'ont fait. C'est plus que symbolique. C'est plus que symbolique, vu les sommes. Connaît-on le produit de la taxe prélevée par ces pays sur... Pour l'instant, on n'a pas le produit, mais en revanche, on a les taux. Je les ai plus en tête. Et ces taux sont extrêmement importants. Oui, peut-être, mais c'est exactement comme l'impôt sur la fortune, si vous voulez. C'est quelque chose de très symboliquement très puissant, politiquement très puissant. Il me semble que pour chez les BP en Angleterre, je pense qu'ils vont passer à la caisse. Oui, enfin, ils vont passer à la caisse temporairement, parce que vous savez que ces entreprises-là ont des armées de fiscalistes et de spécialistes en ingénierie fiscale qui vont leur monter des plans d'optimisation fiscale qui de toute façon vont dégonfler. Alors peut-être que la première année, parce que l'effet de surprise joue, ils vont raquer, mais les années suivantes, soyez assurés que justement, ils vont... Moi, j'ai rien contre. Et c'est peut-être plus efficace que Total qui fait une ristourne, ça coûte 500 millions d'euros à Total. Moi, je scinde entre l'économiste et le commentateur politique. En tant qu'économiste, je vous dis que c'est pas forcément efficace. Pour des raisons, justement, parce que les entreprises, comme les particuliers d'ailleurs, votent avec leurs pieds, comme disait l'économiste Thiébout dans un modèle en 51. Donc si vous les taxez trop dans un pays, ils vont dans un pays où la fiscalité est moins importante, où ils montent leur siège dans un pays où la fiscalité est moins importante. Mais politiquement, personne ne comprendrait effectivement que des entreprises qui réalisent des profits exceptionnels dans un contexte exceptionnel, d'abord parce que, en raison de leur activité, mais exceptionnel aussi pour les Français, qui ont à payer eux aussi, à travers l'inflation, des prix de plus en plus élevés, personne ne comprendrait politiquement que ces entreprises ne mettent pas la main à la poche. Je dis juste attention, c'est pas une solution miracle parce que ça peut, dans les années suivantes, se dégonfler très vite. Donc il ne faut pas considérer ça comme une recette pérenne pour les raisons que j'ai indiquées. Les Français sont pessimistes ou réalistes ? Ils sont réalistes. Mais je vais poser une autre question et cette fois-ci, vous allez voir, ça va bien se passer. Ça se passe toujours bien. Ça fait 40 ans qu'on nous dit que nous vivons sous les auspices du progressisme. Emmanuel Macron avait été élu en 2017 comme président du progrès. Comment se fait-il que 6 ans après, on décline ? Lui, il va pas vous dire... Mais lui, il ne va pas vous dire ça, Jean Messia. Si. Il ne va pas vous dire qu'on décline. La France, en tout cas, si 60% des Français le mentent... Je ne me souviens plus du chiffre, mais vous avez vu encore ce grand barreau du côté de Versailles avec tous les dirigeants de la planète, effectivement, où le président de la République, effectivement, donc, 40 ans de progressisme faisait de tous les investissements qui étaient faits en France. Mais c'est ce que je dis, 40 ans de progressisme entraînent 60% des Français qui sentent que la France est en déclin. C'est vachement une réussite. Je veux dire, encore une fois, ça ne date pas de Macron. On peut j'ai dit 40 ans. Et sur le constat. Mais Macron, ça fait pas 40 ans qu'il est président. Alors, objectivement, si on veut être tout à fait clair, on a des finances publiques, si on prend le dernier quinquennat, qui ont décliné. En revanche, du point de vue des investissements directs à l'étranger notamment, on se situe extrêmement bien aujourd'hui au niveau européen, pour ne pas dire en tête. Et en effet, les politiques là-dessus ont plutôt porté. On a un taux de chômage qui est bien meilleur. On a qui plus est une situation économique qui,
au vu des crises que nous avons traversées, n'a pas été si mauvaise. Faute à Macron, pas faute à Macron, je ne rentrerai pas dans le débat. Vous avez des éléments qui sont des politiques publiques qui n'auraient pas du tout été envisagées par lui en 2017. Oui, et je crois qu'on oublie souvent le rôle, je sais que vous y êtes sensible parce que vous en venez, de l'administration française dans un certain nombre d'actions. Mais fondamentalement, encore une fois, si vous prenez la situation sur les dernières décennies, vous êtes dans une situation qui est une situation de déclin. Non, mais attendez. Non, pas forcément. Si vous prenez uniquement les grands agrégats économiques, notamment le PIB, est-ce qu'aujourd'hui, le PIB de la France, il est supérieur à celui de la France il y a 30 ans ? Oui. Ah oui, évidemment. Voilà. Vous savez... Donc la France, objectivement, de manière macroéconomique, elle est plus riche. Mais vous savez très bien qu'il ne faut pas raisonner, en PIB constant, et que vous avez la question ensuite du rapport entre les nations concernant le PIB. Exactement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, tout à fait, c'est pour ça que je vous dis, parce que ceux qui disent que c'est pas en déclin, c'est le genre d'argument qui vous sortent, en disant, mais aujourd'hui, on vit mieux qu'il y a 50 ans. Là, en moyenne, il y a 50 ans, on n'avait pas 5 semaines de congés payés, on n'avait pas tout un tas de droits et de facilités qu'on a aujourd'hui, et on n'avait pas non plus les salaires et le niveau de vie global, macroéconomique, la France, par rapport à il y a 50 ans. Mais ça, c'est une illusion d'optique, et vous avez donné quelques arguments pour le contredire, mais surtout, les Français sentent qu'il y a une véritable tiers-mondisation de leur pays. Quand vous descendez à Paris, vous voyez l'état de nos rues. Il y a eu un dossier du Figaro qui a été consacré. La question, c'était la France est-elle devenue moche ? Et je vous conseille d'aller le voir. Tout ça participe, parce que quand vous avez un pays qui sent sauvage, un pays où le chômage de masse existe sur longue durée, un pays qui ne croit qu'entre 1 et 1,5% son économie en vitesse de croisière, un pays qui perd ses traditions, ses us sur des territoires entiers. On parle de territoires perdus, ils ne sont pas perdus pour tout le monde, ils sont perdus pour les Français. Tout ça participe quand même non pas d'un sentiment de déclin, mais d'un vrai déclin qui est pour le coup perçu par les Français comme tel. Un sondage. Le régime autoritaire, non. Enfin, si c'est évidemment un régime autoritaire au sens de la science politique classique, comme vient de le définir brillamment Benjamin Morel, bien sûr que non. Maintenant, il y a des formes d'autoritarisme soft qui ne disent pas leur nom. Voilà, je pense qu'évidemment, en France, on ne peut pas dire que organiquement, les médias sont à la botte du pouvoir. Maintenant, on ne peut pas nier que... Ça fait de vous un commentateur macroniste. On ne peut pas non plus exclure d'un revers de la main que certains médias agissent dans l'idéologie dominante. L'autoritarisme, il n'est pas organique, il est plutôt idéologique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne rentrez pas dans les clous, c'est tout le discours qu'on entend sur combattre les extrêmes. Dès lors que vous critiquez un certain nombre de canons et de dogmes de l'idéologie dominante, vous êtes immédiatement extrême droitisé. D'ailleurs, je serais curieux d'avoir votre définition en sciences politiques, puisque c'est votre métier, de l'extrême droite. Et nous dire si effectivement, par rapport à cette définition de la science politique, nous avons une extrême droite en France. Je crois que la réponse ne fait pas l'ombre d'un doute. Si on a le temps, je peux essayer de vous définir ça, mais l'extrême droite, en réalité, c'est un mot positionnel, c'est-à-dire c'est la droite de la droite. Donc il y a toujours une extrême droite, quoi qu'il arrive, tout bêtement. Ça ne signifie pas que c'est la même extrême droite dans l'histoire. Ensuite, vous avez plusieurs courants qui vont peupler cette extrême droite. Non, mais par quoi elle se caractérise idéologiquement ? Mais elle se caractérise par rien, parce qu'encore une fois, l'extrême droite au 19e siècle, ce sont les monarchistes. L'extrême droite aujourd'hui, si, c'est-à-dire si vous prenez la fin du 19e siècle, c'est en effet les monarchistes et bonapartistes. Ils n'ont rien à voir. Mais non, mais parce qu'encore une fois, c'est simplement un sujet de position. Aujourd'hui, vous avez plusieurs courants. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est un concept à l'extrême droite qui sert à cataloguer et à dicter des gens parce qu'ils ne pensent pas comme vous. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. C'est exactement ce que je voulais entendre.